La seconde partie de notre débat consacré ce soir au terrorisme en Afrique. Comment le vaincre alors que les terroristes sont installés aujourd'hui en Afrique de l'Ouest jusqu'à la Corne de l'Afrique, la Somalie et le Kenya. Avant de reprendre ce débat, je vous propose de regarder ensemble un reportage de Willy Brassiano et Adel Gastel, le Tchad en guerre contre Boko Haram. La guerre du Tchad contre Boko Haram ne s'arrête pas à ses frontières. Notre prochaine destination, c'est Bosso, au Niger, où les soldats tchadiens prêtent main forte à l'armée nationale. C'est ici que Boko Haram a attaqué le Niger pour la première fois début février. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués, il y en a qui sont morts même avec leurs explosifs sur eux, sans que ça n'explose. Depuis, les combattants de Boko Haram se cachent en face, à 600 mètres au Nigeria, à Malam Fatori, observés scrupuleusement par les Tchadiens et les Nigériens lourdement armés. Le comité d'accueil est impressionnant. Nous sommes capables de les affronter et de les exterminer. Vous n'avez pas peur? Pas du tout, nous n'avons pas peur. La peur ne fait pas partie de nos habitudes. Devenu le gendarme régional, l'armée tchadienne est déterminée. Pas question de laisser Boko Haram regagner du terrain ici au Niger et dans la région, et surtout pas sur son propre territoire. Voilà, le Tchad en guerre contre Boko Haram de Willy Brassiano et Adel Gastel. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur le site internet de France 24, www.france24.com. Antoine Glaser, comment expliquer que ce terrorisme se soit installé en Afrique et pullule aujourd'hui un peu partout sur le continent? Pour faire court, c'est un peu désagréable à entendre, mais c'est la corruption sur ce continent et les États qui s'effondrent. C'est-à-dire dans les domaines, les États, les dirigeants africains qui ne font pas leur job, et bien évidemment dans tous les secteurs, santé, éducation. Avant qu'il y ait Boko Haram, dans tout le nord du Nigeria, c'était totalement abandonné. Vous croyez que c'est un hasard s'il y a eu des problèmes au nord du Mali? Au nord du Mali, pendant très longtemps, c'était Colonel Kadhafi qui faisait les fins de mois de dirigeants et qui avait un certain nombre de Touaregs, etc., dans sa région islamique. Le nord de Centrafrique, heureusement, il n'y a pas pour l'instant de quoi que ce soit de Boko Haram, mais le nord de Centrafrique avait été abandonné aussi totalement. Le nord du Nigeria, mais je veux dire le nord du Mali, c'est pas un hasard. C'est là où il n'y a plus d'État. Il y a d'abord des associations de bienfaisance, wahhabis, des salafistes. Ça arrive par les grands États, les puissances d'ailleurs de la coalition du Moyen-Orient. Mais en réalité, quand il n'y a pas l'État, il y a d'abord les associations de bienfaisance. C'est ce qui s'était passé avec le FIS en Algérie, le Front islamique du salut pendant toute une période. Et les gens remplacent. Je veux dire, ces associations remplacent l'État. Type, ils vont faire le djihad, ils ont le droit à un pécule, et quand ils rentrent, ils créent une association. Et cette petite association, au bout d'un moment, ils font du prosélytisme. C'est comme ça que ça arrive petit à petit. Et puis, il y a toute une aide. Il n'y a plus d'aide au développement, il y a tout un truc. Et ce qui se passe, on va peut-être en parler avec le Mali, mais c'est dramatique. C'est des pays, il y avait du tourisme dans toute cette zone sahélo-saharienne. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'ONG. Ça a commencé avec le Paris-Dakar. Après, il n'y a plus de touristes. Donc, il y a un appauvrissement en général. Et maintenant, ce qui s'est passé au Mali, c'est dramatique à Bamako. Il y a heureusement, enfin, c'est horrible pour les gens qui sont morts et leurs familles, mais il y a très peu de morts. Mais c'est pire que tout ce qui se passe au nord du Mali. Parce que de ce fait-là, les entreprises vont déserter. Même les instructeurs de l'armée malienne, qui sont des Européens, ils ont des mecs qu'il faut les protéger. Il y a des normes, etc. Donc, ça va au niveau économique et social. C'est dramatique ce qui se passe, ce qui va se passer à partir de Bamako. Le fait de frapper à Bamako, à mon avis, Ben Mokhtar, il le sait très bien, c'est 10 fois plus fort. C'est-à-dire, au moment donné, c'est une super provocation. Vous avez toute l'armée, toute l'opération Barkhane dans le nord, en train de faire la chasse aux djihadistes, avec une seule frappe. Il y avait un mec et un conducteur dans une voiture. Ils bousillent totalement l'économie de toute cette région. Avec, en plus, les gens qui sont déplacés, qui sont dans le nord, ils sont descendus à Bamako. Bamako, ils sont passés, ils étaient 1,5, il doit y avoir 2 millions d'habitants au minimum maintenant. Vous allez au grand marché de Bamako, vous avez des dizaines de milliers de jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Je veux dire, ça va être une base de recrutement extraordinaire. En fait, c'est une jeunesse aussi désœuvrée qui aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux, qui sait ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui est révoltée et qui... Et vous avez le Mali, je crois qu'ils sont dans l'indice du développement humain qui prend en compte justement l'espérance de vie et tout. Ils sont 178e sur 186, un truc comme ça. Et puis quand ils entendent, les jeunes, ils
entendre une corruption absolument effrénée. Où sont, par exemple, on parle d'une aide de la conférence des bailleurs de fonds, 3,2 milliards d'euros. Mais évidemment, quand même les bailleurs de fonds, ils voient qu'il y a de la corruption, ils arrêtent, ils bloquent les trucs. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème. On voit toujours le côté sécuritaire, la lutte antiterroriste. Mais il y a un problème économique, social, de extrême pauvreté qui est dramatique. Je veux dire, il n'y avait plus de problème au sud du Nigeria parce que Goodluck Jonathan était un sudiste. C'est vrai qu'il a réglé tous les problèmes d'irrédentisme dans le sud, dans sa région. Mais tout le pétrole, comment normalement, il est redistribué avec des systèmes fédéralistes à la British dans le nord. Mais je veux dire, en fait, les gouverneurs, je veux dire, une corruption et tout, c'est dramatique. C'est des régions abandonnées. Donc, voilà, c'est pour ça, le problème, c'est le terreau du truc. Emmanuel Higa, est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des gouvernements africains du danger justement qu'est ce terrorisme et peut-être du terreau aussi de ce terrorisme, c'est-à-dire à savoir la pauvreté, la corruption, le désœuvrement. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, notamment au Nigeria, vous qui êtes nigérian? Bon, il y a une prise de conscience. Dans le cas précis de Boko Haram, cette prise de conscience au niveau de la sous-région est arrivée très tardivement. Pendant longtemps, on a pensé que, oui, il y a un problème, le feu brûle au Nigeria, mais que ça ne concernait que le Nigeria. Et que c'était un problème d'une secte que le Nigeria devait maîtriser. Bon, donc les gouvernements de la sous-région, à mon avis, ne se posaient pas de questions. Et en général, les gouvernements africains ne se posent pas de questions. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Bon, les gouvernements de la sous-région comprennent maintenant qu'il faut, je veux dire, autour du lac Tchad, qu'il faut essayer de maîtriser ce phénomène de Boko Haram. Sinon, le feu qui a pris au Nigeria prendra dans toute la sous-région. Et il n'y a pas d'autre solution que d'abord, peut-être maîtriser militairement Boko Haram et essayer de résoudre les problèmes dont parlait Antoine. Ce sont ces problèmes-là, effectivement. La grande corruption. Au nord du Nigeria, ce n'était pas les ressources pour développer le nord qui manquaient. C'est la grosse corruption qui fait que ces ressources-là ne sont pas utilisées, déployées sur les projets, éducation, santé, etc., que ça devrait être utilisé pour développer. Donc, c'est là où le problème se pose, mais résoudre ces problèmes-là, c'est un projet de longue haleine. Il faut d'abord donc essayer de maîtriser le feu qui est en cours avec Boko Haram. Anne Goudichelli, est-ce que les armées africaines sont adaptées à ce nouveau défi? Grosse question. Moi, je ne suis pas aussi optimiste, ça répond aussi à votre question, que ça sur la vraie prise de conscience des régimes dans la région de ce que représente Boko Haram. C'est surtout une approche... il s'appuie essentiellement quand même sur les forces étrangères, notamment les alliés traditionnels. Il n'y a pas de remise en question sur les vrais aspects de bonne gouvernance. Ce sont des anciens opposants qui sont devenus des terroristes. Et dans ce cas-là, l'affaire, elle est réglée. On fait appel au soutien militaire des forces alliées. Et on fait un sort sécuritaire, enfin on a une approche totalement sécuritaire. D'ailleurs, c'est très bien d'avoir des terroristes chez soi, puisque ça permet de développer une diplomatie avec les pays occidentaux qui s'appuie essentiellement sur une diplomatie sécuritaire. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, c'est même entretenu par à la fois les Nations Unies, les alliés, malgré ce qu'on nous dit de concept, il n'y a pas de sécurité sans développement et inversement. En réalité, dans les faits, on voit que aujourd'hui, le traitement de ce qu'on appelle le terrorisme est fait dans la région via des opérations militaires ou des formations en matière de lutte contre le terrorisme, etc., etc. Les vrais problèmes de fond, ça prend du temps. Mais est-ce que les régimes, là on va le voir, parce que regardez, il y a des élections qui vont avoir lieu le 28 mars au Nigeria, ça va profiter à qui ? Et voilà, il y a aussi beaucoup d'enjeux dans le fait qu'on va gérer de façon sécuritaire avec... On se donne un blanc-seing en disant « Attention, maintenant, je suis comme vous, les Occidentaux, j'ai des terroristes, et comme vous, je veux lutter contre eux, aidez-moi. » C'est ça, en fait.
Wassim, oui, justement effectivement, pour lutter contre... C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas oublier aussi que les armées, il faut essayer d'oublier les frontières, comme ça a été très bien dit, parce que c'est les mêmes populations. Donc, les Boko Haram qui attaquent au Cameroun, je pense qu'il y a des Camerounais parmi les assaillants, parce que c'est eux qui connaissent le terrain, y compris pour le Tchad, y compris pour ailleurs. Il faut essayer d'oublier un peu les frontières et de se rappeler aussi que les armées africaines, c'est pas des associations de bienfaisance. Si Boko Haram est monté en puissance, c'est parce qu'il y a eu des exactions au nord du Niger, commandité ou pas, je sais pas, mais c'est que le traitement du tout sécuritaire et cet écrasement de la population entre d'un côté les armées et d'un côté Boko Haram, ça fait vivre un vivier, parce qu'en Orient, c'est pareil. En Libye, c'est pareil. Quand l'aviation de Sisi a frappé Derna, la ville de Derna n'était pas du tout acquise à l'État islamique. Ça l'a fait monter en puissance à Derna, cette frappe. Donc ces équations du tout sécuritaire en disant il y a les bons, il y a les méchants, et on va défendre l'humanité, quand on voit c'est qui les défenseurs de cette humanité, ça donne pas espoir en tout cas. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que les pays de la région, il y a une nécessité qui fait loi au bout d'un moment. Les pays de la région, ils ont longtemps fermé les yeux sur Boko Haram. Le nord du Cameroun, c'était pendant très longtemps des sanctuaires des gens de Boko Haram. Le Tchad, pendant très longtemps, en fait, ils ont commencé à agir quand Boko Haram a coupé. Le Tchad est obligé d'intervenir. Il ne le fait pas simplement comme ça pour sauver les populations du coin. Il le fait. Pourquoi ? Parce que finalement, il bénéficie déjà de toute la contrebande de Maïdougouri pour toute une partie de son approvisionnement. Et tout ce qui est équipement manufacturé, ça vient du port de Douala. Ce n'était pas possible pour le Tchad. C'est un pays totalement enclavé. Il avait absolument besoin d'intervenir. Sinon, ils étaient étranglés. Le Cameroun, c'était exactement la même chose. Pendant très longtemps, on ne s'occupait pas du Nord. C'est pareil, le Nord, c'était vraiment... En plus, c'est un pays où il y a eu une tentative de coup d'État en 84 de gens du Nord, etc. Donc tous les sudistes, ils considéraient que le Nord, ce n'était pas leur problème. Il y avait une population absolument importante. Au Niger, il y a des Nigériens qui sont dans Boko Haram, qui sont déjà recrutés dans Boko Haram. Donc il ne faut pas non plus... Effectivement, en dehors des frontières, ce sont les mêmes populations. Il n'y a pas les méchants, machin, nigérian, etc. Mais à un moment donné, ils recrutent les populations. Si vous êtes Camerounais et vous ramenez à la maison 1 million de francs CFA brusquement, c'est extraordinaire. On va demander bon, d'où t'as ça, etc. Mais je veux dire, c'est la survie des gens. Ce sont des gens, c'est une survie clanique, familiale, ethnique, avant tout. L'État est loin, je veux dire. Quand vous êtes au nord, Kidal, c'est à 1500 km de Bamako. Je veux dire, quand vous êtes au nord du Cameroun, l'État, ça n'a même pas de... L'État, il vous donne la santé, l'éducation, il n'y a rien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, encore une fois, ce qui est important, et je crois là où les gens, les pays, les États réagissent, c'est quand ils sont eux-mêmes touchés. Le Cameroun est touché, a été touché dans le Nord. Le Tchad, ici dit, si le Tchad n'intervient pas contre Boko Haram, mais regardez, le Nigeria, il n'y a pas de coopération entre le Nigeria et ses voisins francophones. Tout le monde avance. Mais maintenant, il commence un peu quand même. Mais c'est parce que les Nigérians ne veulent pas avoir... Les Nigérians, ils sont humiliés. Première puissance... Mais ils ont accepté là quand même, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Ils n'ont pas accepté. Ils sont intervenus, ils n'ont jamais été dans la coalition réellement. Simplement, ils acceptent déjà qu'on rentre sur leur territoire, ce qu'ils n'acceptaient pas au départ. Ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Ah bah oui. Emmanuel Ligard. Première puissance du continent et tout, ils ont une armée, il y a combien 80 000 hommes, les Nigériens, 500 milliards de dollars. Le Nigérian de la rue le vit en fait comme ça. Comme une humiliation. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à voir les armées de pays censés être plus petits, moins de ressources que le Nigeria. Intervenir au Nigeria. C'est la première fois. On a été habitué au fil des décennies à un Nigeria qui a de grands... Mais Antoine Glaser parle de 80 000 hommes dans l'armée nigériane. Pouvez-vous m'expliquer comment ces 80 000 hommes n'arrivent pas à faire face à Boko Haram et soient dans l'obligation, enfin d'ailleurs ils n'ont pas demandé parce que finalement le Tchad est intervenu de son propre fait, Idriss Déby. Pourquoi avec 80 000 hommes, on ne peut pas faire face à une secte qui comptait peut-être 10 000 hommes D'abord, quand il y a 80 000 hommes, le pays ne peut pas mettre ces 80 000 hommes sur un seul front. On doit sécuriser. C'est un gros front quand même là. Oui, c'est un gros front. Il y a un moment, l'année dernière, le président Goodluck Jonathan a annoncé qu'il mettrait
20 000 hommes, et je ne suis pas même sûr qu'il a pu mobiliser ces 20 000 hommes, parce qu'il leur manque des équipements. Il leur manque des équipements, disons, de la même génération que les équipements dont disposent Donc là, il y a quand même un vrai de Boko problème. Haram. Il y a un vrai problème quand même des armées. C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. C'est-à-dire des armées qui n'ont plus l'équipement militaire. Ça joue sur le moral des troupes. Dans le cas du Nigeria, les équipements manquent. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a le mot qu'Antoine ne cesse de répéter, c'est le problème de la corruption. Corruption des commandants et des gens du gouvernement qui reçoivent d'énormes moyens, mais qui ne les utilisent pas aux fins prévues. Et ça fait que je pense que le Nigeria, en ce moment, vit une certaine humiliation. L'armée veut communiquer de façon à gérer ce problème, de dire non, nous sommes en train de collaborer, tout se fait par concertation avec nos voisins camerounais, etc. Et de dire oui, nous sommes ensemble. Mais on sait que le boulot est en train d'être fait par les Tchadiens et les Nigériens, du Niger. Essentiellement. Il faut essayer de regarder avec d'autres paradigmes. Regardez l'armée irakienne, débandade totale. L'armée syrienne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a le moral des troupes. Il y a la corruption, mais il y a le moral des troupes. Il y a des gens qui se battent pour un idéal tel qu'il soit, pour mourir en martyr, et des gens qui se battent pour une solde de misère. Donc comment opposer ces deux choses? Aujourd'hui, les djihadistes, ils se battent. Il faut essayer d'imaginer qu'était le communisme au début du siècle dernier, sans comparaison. Là, aujourd'hui, c'est le fait du siècle. C'est l'histoire du siècle. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? On vit dans une époque de vide idéologique total. Qu'est-ce qu'on propose à ces gens démunis? Il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de panarabisme, il n'y a plus de panafricanisme, il n'y a plus rien. Il y a le panislamisme maintenant. Il y a le panisme, voilà. Et donc, ça fait un appel. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour une cause. Est-ce qu'on met en face d'eux des gens qui sont prêts pour mourir pour une autre cause? Non. On met face à eux des soldats avec peu de moyens, avec une solde de misère, sachant que les djihadistes en face, ils n'ont pas d'armes sophistiquées. Hein. Ils ont des kalachnikovs, des lance-roquettes des années 70. Il ne faut pas imaginer qu'ils ont hérité de la guerre froide. Voilà, des armes de briques et de broc, mais ils ont la motivation. Le cœur de la guerre, le fer de lance de la guerre, c'est la motivation. Il y a des troupes motivées et des troupes qui ne sont pas motivées, tout simplement. Sans compter que d'ailleurs, dans les rangs des djihadistes, et ça c'est pas nouveau non plus, mais on le voit aussi également là, il y a aussi des militaires. C'est-à-dire des militaires, des soldats qui passent dans l'autre camp. Ça s'est déjà vu dès depuis la guerre en Irak de 2003. Il y avait des éléments des militaires qui passaient de l'autre côté, y compris des militaires des pays voisins qui rejoignaient le front dans ces pays-là. Donc surtout quand les Américains ont laissé tomber tous les officiers de Saddam Hussein qui ont rejoint le gouvernement islamique. Et eux, ils sont aguerris. Ils sont aguerris, ils peuvent entraîner effectivement des djihadistes moins aguerris précisément. Il y avait également des militaires jordaniens qui venaient porter leur soutien. Voilà. Wassim, le rôle quand même des pays arabes, quel rôle joue-t-il justement dans ce terrorisme en Afrique? À un moment, on disait que le Croissant Rouge qatari se trouvait au nord Mali. Est-ce qu'il finance? Est-ce que des pays ou des fondations privées, parce que souvent on n'aime pas dire que ce sont les pays directement, des fondations privées liées à l'Arabie Saoudite ou encore au Qatar, financent ces mouvements? Je ne pense pas qu'il y ait un financement direct. Il y a des associations, il y a des gens qui viennent prêcher, il y a des gens qui essayent de convertir. Oui, mais un financement étatique, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ces mêmes monarchies du Golfe sont les premiers sur la sellette en ce qui concerne l'État islamique. Par exemple, c'est pour ça qu'ils sont ralliés à la coalition internationale, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont les prochains sur la liste, bien avant l'Occident, bien avant Israël, bien avant l'Iran. Donc, voilà. Par exemple, une organisation comme l'Organisation de coopération islamique, qui comprend quand même 57 membres et qui ne s'est pas encore prononcée pour ou contre le califat, par exemple. C'est sensible, en fait. Bah oui, mais c'est sensible parce qu'il s'agit... Ça n'a pas une certaine influence? Est-ce que ça ne joue pas un rôle, dans le fond? Si, enfin, il y a certains pays qui ont pris des positions claires, notamment en Asie, où certaines organisations religieuses ont clairement dit qu'ils dénoncent
le principe d'instauration du califat, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué pour d'autres, où il y a un peu un double jeu. C'est comment ne pas se mettre à dos un certain courant islamiste qui n'est pas évidemment l'État islamique ou autre. Comment en fait rester, revendiquer le fait que voilà, on exerce un certain type d'islam, mais qu'on n'est pas non plus l'État islamique. Alors ce sont des questions très, très complexes, très sensibles. Et c'est vrai que... Surtout quand ce sont des États qui eux-mêmes qui décapitent et qui lapident. Donc, Tout à fait. Un mot encore, un dernier mot, Antoine Glaser, et ensuite on va donner la parole à Karim Yayaoui. Un mot, Idriss Déby a demandé à Shekau, donc le chef de Boko Haram, pardonnez-moi, de se rendre où il serait tué. Si demain on avait la tête de Aboubacar Shekau, est-ce que ça serait la fin de Boko Haram ou non, l'organisation Non, il y aura peut-être un autre. Vous aurez un autre qui s'appellera Aboubacar Shekau 2, et vous aurez le canal historique, et puis vous aurez le numéro 2. Voilà, donc c'est une guerre en fait qui s'annonce longue, en tout cas si je vous ai bien entendu les uns et les autres. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, et on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite. Merci. C'est tout de suite. Ça va partir Karim, le générique. Bonsoir Karim, bonsoir. Boko Haram qui prête allégeance à l'État islamique, les médias qui s'interrogent. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, alors il y a pas mal d'articles, Courrier International en a rassemblé quelques-uns, notamment cet article paru dans la Tribune de Lagos. Évidemment, ici on nous explique que d'après les services secrets du pays, eh bien, Boko Haram irait très mal et que ce ralliement est la démonstration des difficultés que rencontre Boko Haram. Toute autre analyse sur ce site internet, celui du Daily Maverick, journal sud-africain, qui explique que Boko Haram et de l'autre côté l'organisation État islamique sont gagnants en termes d'image. Ce sont 6000 hommes qui prêtent allégeance à l'organisation État islamique. Le Daily Maverick évoque une zone contrôlée par cette secte qui serait à peu près de la taille d'Israël. Donc en termes d'image, en termes de retentissement, ce n'est pas rien. C'est aussi l'idée qu'on retrouve sur le site de l'Express. Entre coup de com' et scénario catastrophe, cet article s'arrête surtout sur le virage en termes de communication pris par Boko Haram ces derniers temps. On explique qu'en 2013, eh bien, les déclarations, les informations, on les diffusait sur des CD-ROM ou sur des clés USB. Depuis le mois de février, on sent que les vidéos qui sont diffusées sont d'une qualité tout autre. On sent qu'il y a peut-être l'empreinte de l'organisation État islamique qui a fait de la communication un outil particulièrement puissant. Même les Shebab en Somalie semblent prendre ce chemin. Donc on a le sentiment qu'en termes de communication, il y a quelque chose qui a changé. Tout de même, il y a des différences entre les deux groupes. Le site du Huffington Post fait un petit peu un parallèle entre Boko Haram et l'organisation État islamique. Alors évidemment, il y a cette vision de l'islam qui est partagée, la recherche d'une intégrité territoriale. Même du côté de Boko Haram, on évoque l'idée de califat, la mise en scène de la violence avec, évidemment, on a vu le fait que du côté de l'organisation État islamique, c'était très professionnel, mais même du côté de Boko Haram, lorsqu'on enlève des centaines et des centaines de jeunes filles, on sait que ça va avoir un retentissement incroyable. Alors évidemment, des deux côtés, on n'a pas les mêmes ressources, notamment en termes d'argent, mais aussi en termes d'armes. On sait que du côté de l'organisation État islamique, on a mis la main sur de très nombreuses armes appartenant à l'armée irakienne. Donc la puissance militaire n'a strictement rien à voir. Alors on parle beaucoup de Boko Haram, mais Jeune Afrique rappelle que les groupes djihadistes attirés par l'organisation État islamique sont nombreux. Il y en a eu quelques-uns déjà, au point que le journal écrit que l'État islamique est à la mode, entre guillemets. Alors Boko Haram, on en parle, mais on parle aussi des milices Oqba ibn Nafa en Tunisie. Alors Wassim a l'air de dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est une information qu'on retrouve sur le site de Jeune Afrique. Peut-être expliquez-nous pourquoi ce n'est pas le cas. Parce qu'ils font partie d'Al-Dakmi, ils sont toujours dans les rangs d'Akmi. D'après Jeune Afrique, il ne serait plus dans les rangs d'AQMI depuis très récemment. Alors en tout cas, il faut avoir le label. Il faut avoir le label.
En tout cas, il n'y a pas eu le coup de tampon. il n'y a pas eu le coup de tampon, mais en tout cas, la tendance est tout de même lourde, puisqu'on sait que du côté de l'Algérie, les soldats du califat, ça c'est une certitude. Ils ont même prêté allégeance à l'organisation État islamique quelques jours à peine avant d'assassiner Hervé Gourdel. Donc on sent bien que AQMI est peut-être en perte de vitesse, on l'a répété à maintes reprises, et que l'organisation État islamique attire de plus en plus de monde. Pour clore ce chapitre, simplement cet article qui s'intéresse cette fois-ci au Cameroun. Le site kwasi.com évoque ces enfants de la rue abandonnés de tout, qui sont des cibles particulièrement privilégiées pour l'organisation État islamique. Tout à l'heure, vous parliez de jeunes qui étaient motivés, et peut-être que c'est du côté de ces populations déshéritées que Boko Haram va chercher. Merci beaucoup, merci Karim. On vous retrouvera pour une chronique complète à 20h45. On parlera un peu de politique française. Oui, des déclarations de Manuel Valls sur le Front National et qui ont suscité beaucoup de réactions. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à Anne Goudicelli qui est partie un peu plus tôt. Surtout merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal, et je vous retrouve demain soir, comme chaque soir, à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.